Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver en cette matinée du 3 juillet 2021 et nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Ce matin, nous allons nous intéresser à un événement qui a trait à l'agriculture. C'est un événement qui a eu lieu jeudi après-midi. Il s'agit d'un webinaire qui a donc regroupé des agriculteurs, qui a regroupé aussi des innovateurs en matière d'agriculture. Il s'agit des rencontres Agritech de l'incubateur Filaha Innov. Donc nous reviendrons sur cet événement ce matin. Aussi, nous allons nous intéresser en compagnie de Samira Hadjamar qui va nous emmener du côté des Aurès pour nous faire découvrir une très belle légende. Il s'agit de la légende de Djazia, donc la princesse des Aurès, et de Diab. Nous nous intéresserons du côté des étudiants cette fois-ci. Vous le savez, les étudiants sont très dynamiques, donc beaucoup d'événements sont organisés par les différents clubs donc des universités. Cette fois-ci, donc nous allons revenir sur un projet de gala des ingénieurs en compagnie donc des étudiants. Nous recevrons également ce matin un artiste peintre, lui, qui va nous parler des rencontres d'été. Voilà pour le menu de ce matin. Nous vous rappelons que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Mina Abed, bonjour. Bonjour. Comment ça va depuis hier? Ça va? Humidement, chaudement. Humidement, chaudement. Ouais, c'est ça. C'est l'été. C'est l'été. C'est l'été au niveau des villes côtières. C'est l'été. Voilà, on a la mer, on profite de la mer, mais à côté, eh ben, il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients, c'est l'humidité. Il faut faire avec, beaucoup s'hydrater surtout. Comment? Il faut faire avec, je disais, il faut beaucoup s'hydrater. Bon, il faut s'hydrater, mais il faut faire attention. Là, récemment, j'ai découvert l'hyperhydratation. Oui, effectivement. Ouais, je savais pas que ça existait, puis voilà, j'ai découvert ça. Franchement, c'est super intéressant. C'est super intéressant, donc il faut encore... il faut faire attention. Il faut faire attention à l'hyperhydratation. Il faut s'hydrater, donc... Il faut s'hydrater, voilà. Voilà, de toute façon, on dit qu'il faut, il faut boire. Il ne faut pas attendre qu'on ait soif pour boire déjà. Exactement. Et puis entre 2 à 3 litres d'eau par jour. Donc c'est suffisant. En espaçant, voilà. Et surtout ne pas attendre qu'on ait soif. Parce que si on a soif, ça veut dire qu'il y a une alarme quelque part. Et ne pas prendre, par exemple, boire une petite bouteille, un demi-litre d'eau d'un coup. Ça, c'est pas bon aussi. Voilà, donc fractionner les prises d'eau. Exactement. Mina, un peu plus de détails? Avec plaisir. On y va. Merci, bonjour à tous, excellent réveil. Et bien effectivement, le taux d'humidité pour aujourd'hui risque d'atteindre ou même parfois de dépasser les 70% sur les régions côtières en journée. Un ciel plutôt dégagé sur le centre, voilé à l'ouest et à l'est du pays, voilé également. Sur les régions intérieures avec des orages isolés à partir de l'après-midi. Sur les régions sahariennes, un ciel dégagé vers l'extrême sud. On notera des cumulus qui vont se former progressivement à partir de cet après-midi, notamment sur le Gard et le Tassili. Et puis à noter, comme d'habitude, de fréquence soulèvement de sable. Les températures de cet après-midi, eh bien, elles seront en hausse, notamment sur les régions intérieures, avec 42 degrés à Chlef et Rilizen. On notera 41 degrés à Constantine, 41 degrés également à Batna. 39 à Tizi Ouzou, on notera 30 degrés du côté d'Alger sur les régions sahariennes, on relèvera 45 degrés. À Hassim Saoud, 46 du côté de Gardaya, 44 à Béchar, 47 à Tindouf et enfin 48 degrés, ça sera la maximale à Adrar et Insalah. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer plutôt calme, hein, donc autant en profiter pour cette journée, calme sur l'ensemble des régions côtières et avec des vents entre 10 et 20 km/h à l'ouest, au centre et à l'est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord pour aujourd'hui. Eh bien, un ciel assez couvert, hein, contrairement à Alger, avec un ciel couvert, hein, comme je l'ai dit, du côté de Miami, des pluies à New York, Montréal, Mexico. Côté Mercure, on notera 29 degrés en Californie, 32 à Dallas, 22 à Mexico, 31 degrés à Miami et enfin 21 degrés à New York ainsi qu'à Montréal. Excellente matinée et à tout à l'heure midi.
La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis أينما كنتم. 29 degrés, 30 degrés, oui, bah on disait que même si le ciel est plutôt couvert, même s'il y a des pluies en Amérique du Nord, mais il fait quand même, les températures sont quand même assez élevées. Tout à fait. Et puis dans le sud algérien, des températures caniculaires, tu nous annonces Des températures caniculaires, et il ne faut pas oublier que ça reste des températures à l'ombre. à l'ombre. Voilà, donc il faut vraiment faire très attention. Il faut faire attention et voilà, quand on donne des températures, il faut toujours, parce qu'on nous dit souvent, oui, vous ne donnez pas les bonnes températures, ben non. En fait, quand on donne une température, il faut toujours rajouter 4 jusqu'à parfois 5 degrés. 5 degrés. Voilà, donc ce sont des températures à l'ombre. à l'ombre, tout à fait. On le rappelle à chaque fois. On le rappelle à chaque fois. Et encore une fois, donc vigilance par rapport à ces températures. Faites attention, attention aux insolations, Surtout. hydratez-vous, voilà. Ne restez pas trop au soleil. Voilà. Et puis si on n'a pas grand chose à faire à l'extérieur, autant rester à la maison. Rester à la maison. Voilà. Il fait frais, il y a la clim, il y a de l'eau. Surtout de l'eau. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Mina. Merci On Noah. te retrouve tout à l'heure après Avec la télévision du plaisir. midi, celui de 19h, week-end prochain. Tout à fait. Bonjour d'Algérie. Demain. Demain dimanche. Ah oui, c'est vrai, demain. Demain. Comme quoi. Oui, effectivement, tu as raison. Alors on se retrouvera demain Avec plaisir. à partir de 8h30. 8h30. Pour d'autres nouvelles du ciel. Merci beaucoup Mina, bonne Merci, journée Noah. à toi. Et on continue, pause musicale comme à l'accoutumée, avec une très très belle reprise de la chanson donc de L'Hajj Malizet, Lillahi ya Ahli Adrouni, interprétée par le groupe Zaire. Vous allez voir en compagnie d'autres pléiades, d'une pléiade de d'autres artistes. Très bonne écoute et on se retrouve juste après.
Donc une très belle reprise de l'Hadj Benezek, interprétée par le groupe Zaïr Lillah Ya Ahli Adroni. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'agriculture à travers un incubateur qui se spécialise dans l'agriculture justement. Un représentant est parmi nous ce matin, Bouayash Fazil, bonjour. Bonjour Nour, là vous me dites, je vous présente l'incubateur. Je veux juste présenter notre invité, si vous permettez. Absolument, allez-y. Parmi nous également aussi un porteur de projet, il s'agit de Mouhdeb Samir, bonjour. Bonjour, et vous êtes porteur de projet donc de biopesticides multi-usages. Voilà, alors avant d'en parler justement, on va revenir à l'incubateur. Alors habituellement, on reçoit des responsables d'incubateurs, des représentants d'incubateurs, mais ce sont des incubateurs qui ouvrent les portes à toutes sortes de start-up. D'accord? Mais vous, c'est plutôt une spécialisation. Donc c'est un incubateur qui accompagne, on va dire, les agriculteurs, n'est-ce pas? Absolument. Alors notre incubateur est spécialisé dans l'agriculture. Donc c'est ce qu'on appelle un incubateur vertical, ça veut dire qu'il s'intéresse à une industrie en particulier. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est adossé à une fondation d'agriculture, ça veut dire qu'on regroupe beaucoup de compétences dans le cadre de l'agriculture, des compétences multidisciplinaires algériennes, c'est-à-dire qu'on a vraiment des gens de l'agriculture, de l'hydraulique, des hydrocarbures, de la technologie, du management. Et l'idée, c'était encore une fois de créer un lieu, une entité qui complémente l'écosystème algérien, c'est-à-dire les institutions publiques, les ministères, les entreprises privées qui ont leurs propres objectifs, les universités. Créer un incubateur dans l'agriculture, c'est regrouper toutes les intelligences algériennes pour proposer un lieu où peuvent se rencontrer justement toutes les autres entités et en particulier les startups pour les mettre en contact avec le monde de l'entreprise et leur proposer aussi une structure dans laquelle ils peuvent avoir du conseil, de l'accompagnement et de l'aide. Voilà. D'où vient la nécessité de se spécialiser en agriculture? Alors, la nécessité de spécialiser dans l'agriculture, en particulier en Algérie, c'est que c'est un secteur important. Il vient juste après les hydrocarbures. La réalité de notre économie et de l'économie mondiale, c'est que vous savez que tout est en train de changer à très grande vitesse. On sait depuis des décennies en Algérie qu'on ne peut pas se positionner que sur les hydrocarbures. Nous devons diversifier notre économie. L'agriculture est un secteur, est une industrie stratégique. D'abord parce qu'il y a des enjeux sécuritaires, puisqu'il est important de savoir avoir ses propres ressources et ses propres filières, j'allais dire, de production, de distribution. Et aujourd'hui, on est dans une nécessité qui est autre, qui est le changement aussi du monde du travail. Et donc, on doit aussi encourager nos jeunes et les aider à avoir cet esprit de prise de risque et de création. Et donc, il y a, si vous voulez, c'est une nécessité multidimensionnelle. Elle est à la fois stratégique, économique, et elle rejoint aussi le monde de l'emploi. Il y a d'autres dimensions qui sont, j'allais dire, l'arrivée en force de la technologie dans toutes les industries, puisqu'on la voit partout, dans les mobiles, dans la maison. L'agriculture en fait partie. Donc, on est capable et on doit être capable de trouver toutes les optimisations, toutes les rationalisations possibles, toutes les utilisations possibles à travers la technologie. Donc l'agriculture doit aussi faire ce saut-là. Elle peut être fait, ce saut-là peut être fait par la technologie, par l'entrepreneuriat et aussi par les nouvelles générations qui sont intéressées par l'agriculture. Contrairement à ce qu'on peut penser, la population en agriculture en Algérie a une moyenne assez jeune. Ce n'est pas des gens qui ont 70 ans, c'est en moyenne 50 ans. Donc il y a des gens qui sont encore plus jeunes qui arrivent aujourd'hui avec des nouveaux projets. Et on essaie de créer ce qu'on appelle l'écosystème, c'est-à-dire connecter les différentes briques pour offrir un endroit où les gens puissent s'exprimer, créer de nouvelles choses, aider les agriculteurs, se connecter aux entreprises et qu'on puisse faire des choses meilleures que ce qu'on fait aujourd'hui. Effectivement, alors mettre la technologie au service de l'agriculture, c'est un petit peu votre projet. Mouhdeb Samir, alors c'est les biopesticides multi-usages, il s'agit de quoi exactement? Donc il s'agit de la production de biopesticides non chimiques, amis de la nature, sans aucun effet néfaste sur la nature ou bien l'écosystème, d'une même efficacité que les pesticides chimiques. En même temps, ces biopesticides, économiquement, ils sont bénéfiques pour notre économie, étant donné
que la tendance actuelle sur le marché international est fixée sur le bio. Donc, si on suit l'exemple des nations qui ont réussi le défi, parmi ces pays, on trouve des pays voisins comme la Tunisie, le Maroc, des pays africains qui ont vraiment réussi dans le domaine. Donc, on va avoir des parts de marché internationales. En même temps, on va préserver la santé de nos citoyens et préserver la couche d'ozone et les nappes souterraines. Alors, vous appelez ça biopesticides multi-usage. Pourquoi multi-usage? Multi-usage, étant donné que nous avons, parmi les ennemis des plantes, nous avons les insectes, nous avons les plantes, des plantes comment dirais-je, envahisseurs, voilà, les mauvaises herbes. Nous avons des champignons et des bactéries néfastes aux plantes. Autre chose, ce biopesticide a un rôle de stimuler l'immunité de la plante. Donc la plante, elle va se défendre elle-même une fois ce biopesticide est utilisé. Voilà, donc finalement, c'est un biopesticide qui est, on va dire, très, on va dire focus. Hein, donc, il agit que contre ce qui est mauvais pour la plante. Exact. Déjà, le mot bio veut dire qu'il n'y a pas de molécules chimiques dans la composition de ce biopesticide. Bien sûr, à condition de respecter les doses. Alors il faut dire, Mohteb Samir, que si on revient un petit peu à l'histoire de l'agriculture, que ce soit en Algérie ou dans le monde, il faut dire que les agriculteurs d'antan allaient vraiment vers tout ce qui est naturel, vers tout ce qui est bio. Donc là, c'est une continuité un petit peu de cette philosophie? Exact. D'ailleurs, selon les historiens, l'utilisation de concentrés de plantes a été prouvée depuis plus de 4000 ans. Par les Chinois, par les Indes avec une plante appelée le Nîmes, par les Romains. Donc on revient justement vers l'histoire. Vers l'histoire, voilà. Donc on revient à ce qui était fait auparavant. Alors je reviens à vous, Bouayache Fazil. Justement là, c'est l'un des projets que vous accompagnez, pour lequel vous faites quand même une promotion, parce qu'on a vu à travers ce que vient de nous expliquer Mohteb Samir, qu'il y a quand même des retombées très positives, non seulement sur l'environnement, la nature, mais aussi la santé du citoyen. Et dans ce sens, ou dans cette perspective, plusieurs rencontres, vous organisez plusieurs rencontres au niveau de votre incubateur, justement, afin de créer cet écosystème duquel vous étiez en train de parler tout à l'heure. Absolument. Alors juste un petit commentaire, si vous permettez, pour compléter ce qu'a dit notre ami Samer, et je reviendrai sur les rencontres auxquelles vous faites allusion, qui sont les rencontres agritech. Le projet de Samer Mohdeb s'inscrit dans une logique de retour vers des processus plus naturels, c'est-à-dire moins chimiques. C'est pour ça qu'il fait la promotion d'un insecticide biologique, c'est-à-dire qui n'inclut pas de produits chimiques. Ça, c'est très important. Ça a un impact très très important sur la santé. Vous savez qu'il y a beaucoup de maladies qui se développent par rapport à l'inclusion de produits chimiques dans les circuits d'alimentation. Donc l'idée, c'est de se défaire de tout ça, donc revenir à des processus plus biologiques. Donc c'est une tendance qui est mondiale et elle est importante pour la santé humaine et aussi animale. Alors si vous permettez, avant de revenir à la question que je vous ai posée, je voudrais juste revenir à Mohteb Samir. Justement, là, on est parti quand même à 4000 ans avant notre ère pour parler un petit peu de ce qui se faisait auparavant, mais il faut dire que les agriculteurs utilisaient la matière brute. Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a un travail qui se fait par rapport à cette matière. Comment vous présentez justement ces biopesticides aujourd'hui? Certes, auparavant, on utilisait des extraits de plantes, soit par ébullition pour extraire le concentré de la plante, mais concernant mon biopesticide, il est complexe, il est composé de bactéries, de champignons, de levures, ainsi que des extraits de plantes médicinales et comestibles.
Alors, vas-y, je reviens à vous. Donc, on parlait des activités que vous organisez au niveau des incubateurs, de votre incubateur, pardon, justement pour l'accompagnement et pour créer l'écosystème donc économique et agricole. Absolument. Alors, ce qu'on fait, on fait plusieurs activités. Bon, d'abord, on est en train de monter un programme spécifique qu'on n'a pas complètement finalisé, mais on a créé l'incubateur lui-même et on fait déjà beaucoup d'activités. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est adossé. Bon, l'avantage qu'on a par rapport à d'autres incubateurs, c'est qu'on est complètement connecté au secteur. C'est-à-dire qu'on a une fondation avec une population d'experts très très importante. Et on est connecté aussi au CIPSA, qui est le Salon international d'agriculture, qui regroupe plus de 450 professionnels d'agriculture. Donc l'incubateur lui-même est déjà connecté dans son environnement. Et c'est ça, je pense, sa force. Ce qu'on a fait, c'est déjà une série de webinaires et de rencontres. Et ce qu'on a créé dernièrement, c'est les webinaires Agritech. C'est-à-dire pour promouvoir tout la technologie dans l'agriculture. Et on a présenté aussi une série de projets, c'est-à-dire projets innovants algériens, en tout cas des jeunes Algériens qui veulent entreprendre et créer des nouvelles entreprises avec des nouveaux procédés. Les enjeux sont importants. Pourquoi ? Il ne faut pas toujours regarder l'innovation comme, si vous voulez, quelque chose de très sharp au sens technologique, c'est-à-dire on regarde l'innovation pure au niveau technologique. L'innovation pour nous, en tout cas en Algérie, si on veut se concentrer sur notre environnement, c'est c'est d'améliorer l'efficacité, c'est d'améliorer la mesure, c'est d'améliorer la rationalisation. Donc je m'explique. Quand on parle d'efficacité, il faut qu'on améliore nos processus de production. Il faut qu'on sache mesurer les intrants. Il faut qu'on soit capable de donner de manière chiffrée qu'est-ce qu'on a mis dans une parcelle en termes d'intrants, qu'est-ce qu'il en sort en termes de quantité, on puisse vraiment mesurer tout ce qui est bio, tout ce qui est un peu plus chimique, etc. Et tout ça, c'est des processus de mesure, mais ça peut être aussi des processus technologiques. Après, on peut créer, par exemple, des plateformes des portails spécifiques pour l'agriculture ou pour une partie de l'agriculture, par exemple pour la tomate, pour la pomme de terre, etc. Pour faire en sorte que les professionnels se rencontrent, échangent. Donc tout ça, c'est une contribution de la technologie au secteur de l'agriculture. Et nous, ce qu'on essaie de faire, donc on a créé des webinaires, on en a créé le premier c'était jeudi dernier, c'était relativement nouveau. On avait une population de start-upers qui a brièvement présenté son projet. On avait le ministre des start-up qui est M. Yassine Oued qui a fait l'introduction. On avait d'anciens ministres avec nous qui sont pas en poste mais qui ont contribué. Et on avait beaucoup de cadres, dont M. Daoudi qui est spécialiste de l'agriculture. Et l'idée c'est quoi ? C'est justement de créer ce type d'environnement. Pour que les gens puissent échanger. Il y avait aussi des professeurs d'université. Et l'idée, c'est justement, on a eu même des cas, des échanges en live, où les gens étaient étonnés, par exemple des start-upers ou des entreprises dans l'agriculture qui étaient étonnés de savoir qu'il y avait certains laboratoires qui existaient en Algérie, ou certains matériels technologiques ou de tests qui existaient en Algérie alors qu'ils allaient faire leurs tests à l'étranger. Donc on voit qu'il y a un déficit déjà de communication et de rencontres. Donc l'incubateur, voilà, son rôle, c'est d'être une brique parmi d'autres. Et il a l'avantage d'avoir une structure, on va dire. Absolument, et il a une structure juridique qui est souple, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire dans un ministère ou dans une université ou dans une entreprise que vous pouvez faire dans un incubateur. Donc là, on a créé une série de webinaires Agritech. Donc on va parler de tout ce qui se fait dans le monde, en Afrique, en Algérie, ce qu'on pourrait aussi faire. Et pour mettre en valeur aussi les gens, les chercheurs, les start-upers, et aussi il faut qu'on rapproche tout le monde du travail, les entreprises en particulier de nous, pour justement que tout ce monde-là communique et puisse trouver des voies nouvelles de développement. Voilà, effectivement. Et justement, dans ce sens, nous allons à la rencontre de l'un des agriculteurs qui, justement, fait de son mieux afin de respecter un petit peu, on va dire, la terre, l'environnement, la santé du citoyen. C'est Mélie Moussaïd qui l'a rencontré pour nous. On se retrouve juste après. Djendel, une petite ville agricole située dans la wilaya de Ain Defla. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Mahdi El Foudel, qui nous accueille pour nous parler de son exploitation et de sa passion pour l'agriculture naturelle.
Moi, je pense que c'est ordinaire parce que c'est l'agriculture biologique. Oui. On travaille selon donc, ce que cultivaient nos ancêtres. C'est ça, donc on n'utilise pas les engrais, on n'utilise pas les pesticides, ni les insecticides, on utilise autres choses. Je prends le cas de ce broyeur, et on récupère tous les branches après la taille, et puis on les passe dans le broyeur. Après un début de carrière dans la gestion d'entreprise, il y a plus d'une dizaine d'années qu'il décide de changer de vie et retrouver la terre comme le faisaient ses aïeux. Là, c'était donc la saison passée, donc la saison automne-hiver. On avait donc planté l'oignon vert, il y avait du chou vert, chou-fleur, chou rouge. On avait de ce côté-là la pomme de terre. Et comme vous voyez, de l'autre côté, nous avons maintenant des fèves qu'on a donc semées donc, précocement. Et puis d'autres de l'autre côté. Là, nous avons du fenouil. Fenouil, là, bientôt, donc, il y a sa fin de maturité. Donc, nous allons laisser une grande partie monter en graines. Ces graines-là, on va les récupérer et pour la consommation et pour donc, la semence l'année prochaine, Inch'Allah. Donc, d'une manière générale, c'est ça. De l'autre côté, nous avions du chou romanesco, chou de Bruxelles, que j'avais donc planté pour faire des expériences, pour voir si ça marche ou pas. Finalement, ça marche. Le problème qu'on a, c'est juste le problème d'eau. Sinon, tout marche et tout pousse chez nous. Ses premières résolutions, suivre le cycle des saisons et pas de culture sous serre sur ses terres. Tout ce qui est donc légumes de saison et fruits de saison aussi, parce que j'ai planté des arbres. À la base, c'était uniquement pour des arbres fruitiers. C'est que des légumes de saison, pas de légumes hors saison. La tomate, c'est pendant l'été. Le poivron, c'est pendant l'été. Et fenouil, c'est pendant l'automne-hiver. Donc on ne peut pas aller contre la nature. Conduire les cultures sans aucun produit chimique et fabriquer soi-même son engrais et son compost. Nous avons besoin d'amender la terre, d'enrichir la terre, bien sûr. On utilise donc le fumier. On réalise chez nous là le compost fermier qui est là. Donc le compost fermier, donc c'est un mélange entre il y a le fumier de vache ou de brebis, et puis de l'herbe, l'herbe verte, du foin, tout ça, avec de l'eau bien sûr. Donc il y a un temps de maturité donc, de ce compost. Une fois arrivé à maturité, eh bien, on l'utilise. Mehdi nous explique que l'expérience des agriculteurs de la région ont été précieuses pour lui. كي نغرسوها حبة تاع لوز ومن بعد نجيبوا لها اللقمة والقريفاج ونلقموها ومن بعد نربحوا في ليزيفير تاعنا. وثانيك على الماء اللوز المر ما يشربش الماء ما يقبلش الجفاف. ظهرنا نلقموها برقوقة، ظهرنا نلقموها خوخ، ظهرنا نلقموها حب الملوك، ظهرنا نلقموها مشماش. كما ظهرنا نديروها على هذيك الحبة تاعنا. Le résultat est tout simplement aussi délicieux à regarder qu'à déguster. Et voilà, c'était donc le portrait d'un agriculteur que Mriem Oussaïd a rencontré au niveau de la ville de Djendel, au niveau de la wilaya de Ain el-Defla. Et on continue avec nos invités. Alors, je reviens à vous, Mohdeb Samir. Donc, vous avez mis en place un projet biopesticides multi-usage. Qu'en est-il aujourd'hui de la concrétisation de ce projet? Donc, je suis normalement à la phase finale, étant donné que j'ai créé ma start-up depuis 2017. Donc, je viens d'avoir du ministère des startups, comment on l'appelle déjà, le WASM, donc projet innovant.
Il reste la dernière étape, qui est deux étapes, bien sûr. L'étape technique, qui est l'homologation de ce biopesticide au niveau du ministère de l'Agriculture, et bien sûr le financement, donc avec l'accompagnement de l'incubateur, bien sûr. Donc je suis en contact avec le fonds d'investissement ASF. Reste de concrétiser la phase finale. On vous souhaite un très bon succès, Inch'Allah. Inch'Allah, et à tous les jeunes, Inch'Allah, start-upers. Inch'Allah. Alors, Bouaïch Faizi, il faut dire qu'au niveau de l'incubateur, on est toujours agréablement surpris de voir de tels projets et un tel génie. Il suffit juste d'un bon encadrement. Absolument. Alors le défi qu'on a, je pense, en Algérie aujourd'hui, c'est justement de créer, bon, nous on est un incubateur, c'est-à-dire on est une brique, une initiative, j'allais dire, plus ou moins privée. Mais le défi qu'on a au sens structurel, enfin c'est un avis personnel, c'est qu'il faut qu'on crée aussi des institutions d'excellence en Algérie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire individuellement en tant que citoyen. Oui. Il faut vraiment une politique plus globale de valorisation de l'excellence, du savoir, de la technologie. Et ça doit être effectivement une initiative des décideurs pour mettre en place des institutions d'excellence, parce que c'est réellement ce qu'on a besoin pour transformer notre pays et mettre en valeur les gens qui veulent créer, produire, absorber et valoriser finalement tout ce génie. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, Bouaïch Faizi, vous êtes le représentant de l'incubateur Filaha Innov. Mouhdeb Samir, vous êtes porteur de projet. Donc merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Je vous souhaite une très belle continuation, et on reste dans le domaine de l'innovation, dans le domaine des startups. Cette fois-ci, c'est une dame que nous allons rencontrer, elle qui a monté son entreprise en photovoltaïque. C'est Nesrine Messaïdi qui l'a rencontrée pour nous. Cette chef d'entreprise a choisi de se lancer dans le domaine des énergies renouvelables. Dans son atelier, Fadela fabrique des panneaux photovoltaïques qu'elle compte installer à travers les zones d'ombre que compte le pays. Nous allons aider beaucoup de personnes à travers ce projet, notamment les citoyens issus des zones enclavées. C'était mon rêve de concrétiser cette idée. C'est un projet prometteur qui se base sur les énergies propres et à moindre coût. J'ai reçu une aide de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat. Tout comme Fadela, de nombreux jeunes porteurs d'idées innovantes ont besoin d'aide, assistance et orientation pour mettre leurs projets sur pied. Lors de cette rencontre à Skikda, qui a réuni des jeunes porteurs de projets, des chefs d'entreprise et des formateurs de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat, plusieurs encadreurs étaient présents pour écouter les jeunes et les orienter. Nous avons voulu mettre l'accent sur l'importance de créer sa propre entreprise. Beaucoup de jeunes ont des idées intéressantes mais qui ont juste besoin d'orientation. Grâce à leur projet, ils vont créer des postes d'emploi pour les autres. Beaucoup de jeunes porteurs de projets intéressants craignent de se lancer dans l'entrepreneuriat car ils sont mal informés. C'est une bonne initiative. Grâce à cette rencontre, j'ai pu avoir beaucoup d'informations pour concrétiser mon projet. En plus d'échanges d'expériences et de possibilités de partenariat, cette rencontre vise aussi à créer une plateforme économique au profit des micro-entreprises. Et de retour sur le plateau, on va rester encore une fois avec les porteurs de projets. Cette fois-ci, c'est dans l'environnement estudiantin que nous allons aborder notre thématique en compagnie de Hadjira Damous. Bonjour Hadjira. Bonjour. Marhaba. Merci. Alors Hadjira Damous, vous êtes étudiante en Polytechnique et vous êtes aussi membre du club scientifique VIC. Exactement. Alors avant de parler de votre projet qui va se tenir très bientôt le 10 juillet, donc au niveau de l'hôtel Marriott à Bab Zouar, le club VIC c'est quoi ? Alors, le Club VIC, c'est un club scientifique au sein de l'École nationale polytechnique qui a pour but et une mission de vraiment élargir les perspectives des étudiants. Alors, des étudiants de polytechnique et des ingénieurs en général. Du coup, on a des événements annuels chaque année. On a des activités aussi pour améliorer ça, c'est-à-dire pour vraiment donner la chance à ces étudiants de développer les soft skills et de vraiment élargir le réseau.
Et surtout les préparer au monde du travail, c'est ce que vous faites. Exactement, voilà, c'est ça. C'est exactement l'événement qu'on prépare pour cette année. Alors cette année, le 10 juillet prochain, Inch'Allah, un événement aura lieu. Alors parlez-nous de cet événement. Alors Engineers Gala, le gala des ingénieurs, c'est un événement spécialement pour les ingénieurs et pour les étudiants qui vont terminer leurs études cette année. C'est-à-dire, c'est un événement conçu pour ces étudiants qui ne savent vraiment pas où commencer pour entamer le monde professionnel. Et c'est un événement où il y aura des participants, des étudiants fraîchement gradués, des alumni et des chercheurs, des représentants de multinationales qui vont partager leurs expériences avec ces étudiants et les initier à ce monde professionnel et le mode de l'emploi. Alors, quel est votre programme? Qu'est-ce que vous prévoyez lors de ce 10 juillet? Donc, il va y avoir des conférences, il va y avoir des ateliers. Bon, il y aura plusieurs activités, mais l'activité principale est les tables rondes, round tables. Durant cette activité, il y aura des participants, c'est-à-dire ces étudiants et ces alumni, qui seront réunis avec ces chefs d'entreprise, ces chercheurs, et ils vont parler sur des thématiques bien précises. Ce sont des thématiques qui sont prédéfinies? Oui, prédéfinies. Par exemple, il y aura l'emploi digital, il y aura stock market, il y aura des thèmes selon les spécialités partagées par les étudiants au sein de cette table. Et il y aura aussi d'autres thématiques proposées par nos invités. Du coup, ça sera vraiment varié pour améliorer l'expérience des étudiants, c'est-à-dire de partager de nombreuses connaissances et parler sur plusieurs sujets. Très bien, alors gala des ingénieurs. Donc on comprend que c'est un gala qui est destiné aux ingénieurs, mais est-ce que les ingénieurs de tous bords ou juste les ingénieurs de Polytech? Non, les ingénieurs de tous bords. Déjà, on a ouvert nos inscriptions récemment sur nos réseaux sociaux VicEMP et il y avait beaucoup de participants un peu partout, c'est-à-dire il y avait des participants de l'USTHB, il y avait des participants des ingénieurs de Blida, il y avait aussi même Orwilaya, c'est-à-dire c'est vraiment, ça sera exclusif, ça sera vraiment exclusif pour les participants, mais ça ne sera pas juste pour les polytechniciens. Ça englobe tous les ingénieurs, tous les étudiants qui ont fait des études et des formations d'ingénieurs. Très bien. Et vous allez vous arranger comment par rapport à la situation sanitaire aujourd'hui? Et voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que ça sera exclusif, c'est-à-dire on ne va pas avoir beaucoup de participants cette année. C'est vraiment un nombre précis et on doit respecter les mesures sanitaires et faire de nos mieux pour que ça soit un événement respectant de ces mesures Covid et voilà. Alors à l'issue de ce gala, donc ça va être des rencontres qui auront lieu entre les étudiants, aussi entre les chefs d'entreprise, vous avez dit. À l'issue de ce gala, donc qu'est-ce qui va se passer? Alors, parmi je vous ai dit qu'il y aura des participants et des chefs d'entreprise. Plusieurs entreprises nationales et multinationales seront présentes. Là, nous sommes justement en train de voir défiler des photos. Ça doit être un événement qui est déjà passé. Oui, c'était la dernière édition en 2019 à Holiday Inn, qui était un succès, un énorme succès. Du coup, on est de retour cette année pour une nouvelle édition qui est la 4e édition. Et là, sur la photo, vous voyez que c'est des tables rondes et il y a des participants qui partagent leurs expériences avec ces chefs d'entreprise. Mais sinon, pour les multinationales et les entreprises nationales, il y aura vraiment d'énormes entreprises qui sont présentes avec nous. On sera honoré de les avoir, bien sûr. Et parmi ces entreprises, il y a CM Consulting, déjà je mentionne une, qui est un acteur principal dans la transformation digitale en Algérie. Je tiens à remercier tous les participants et tous les entreprises qui vont venir avec nous les jours de l'événement. Et justement, là, vous me tendez la perche par rapport aux entreprises qui ont accepté votre invitation. C'est facile de les convaincre donc de venir, de s'entretenir avec les étudiants? Oui, ils sont vraiment... c'est-à-dire, vu que l'édition passée était un énorme succès et vu que l'événement est une idée assez originale vu en Algérie. Du coup, c'était assez, je dirais pas hyper facile, mais c'était assez facile de les... D'autant plus qu'aujourd'hui, les entreprises et les multinationales ont une très grande conscience qu'il y a des pépites de génie au niveau des universités, donc au niveau des jeunes, au niveau des étudiants. Oui, exactement. Surtout côté polytechnicien, bien sûr.
C'est une école nationale reconnue pour la formation des ingénieurs. Du coup, ils seront vraiment aptes à partager ça avec ces étudiants. Ils veulent vraiment être là pour ces étudiants, pour les initier au monde professionnel. Alors pour rappeler un petit peu pour ce qui est des inscriptions, donc les inscriptions ont déjà commencé? Oui, elles ont déjà commencé. On a ouvert nos inscriptions le 1er juillet. Et là, ils seront fermés prochainement, très prochainement, c'est-à-dire demain, Inch'Allah. N'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse de vraiment élargir vos réseaux et augmenter la chance et l'opportunité de trouver et de déboucher un poste de travail, des formations et des stages. Voilà, c'est ça. On va avoir plusieurs surprises le jour de l'événement. On est déjà partagé sur nos réseaux sociaux aussi. Il y aura un gagnant de formation Artificial Intelligence, intelligence artificielle. Il y aura des workshops pour ces étudiants, project management, gestion de projet, comment se présenter dans un entretien, CV et tout. Donc ça va vraiment être un événement vraiment professionnel à ces étudiants et espérons que ça sera énorme. Inch'Allah, donc ça va se dérouler le 10 juillet, donc une journée seulement, une journée le 10 juillet. Donc on rappelle que ça va se tenir au niveau de l'hôtel Marriott à Bab Zouar. Merci beaucoup. Merci. Un dernier mot peut-être avant de se quitter? Alors, n'hésitez pas à checker nos réseaux sociaux si ça vous intéresse d'élargir vos réseaux. Et c'est sur VIC EMP, sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation et merci. Avec plaisir. Merci beaucoup Hadjira Damous. Donc je rappelle, vous êtes étudiante au Polytechnique et vous êtes membre du club scientifique VIC. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin et on continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux activités à la 20e édition des rencontres d'été. Mais avant cela, un portrait d'un artiste peintre, pas des moindres. Donc il s'agit de Youssef Omchouk. C'est Lamia Boudbouda qui l'a rencontré pour nous et on se retrouve juste après. Bienvenue dans l'univers féerique de Youssef Omchouk, un artiste né à Hadjrat al-Nos qui s'est révélé très jeune à la peinture. La mort de mon père, c'était en 2005. Il avait un cancer, توفى الله يرحمه. J'étais le plus grand في الدار، أنا هو المسؤول. فوالا. شغل كبرت بلا وقت فهمتني. خليت شويه لي زيتود تاعي، شغلت بالخدمه، شغلت بكدا منا كنت نخدم دي طابلو صغار نبيعهم بوغ غاني ان بو د لارجون. ومن هذوك لي طابلو صغار ما قنعونيش، شغل مدخل قليل طابلو صغير. سيت نكبر في لا ديمونسيون تاع لي طابلو تاعي حتى لحقت ويت نرسم لي فراسك. اون فراسك باغ اكزومبل ان مور تاع باتيمون نرسمو من الفوق للتحت نورمال في سمانه ولا شحال نكملو. Sans inspiration, Youssef l'appuie dans ce qu'il voit, ce qu'il perçoit à travers l'œil de son appareil photo. La nature, les couleurs et le ciel. La nature هي لا مامون اللي ما ولدتناش. J'adore la nature. لازم نحبوا الطبيعة ولازم نحافظوا عليها par tous les moyens. La preuve الناس كي ترقد كامل مع العشية أنا نخرج نقيها. وين نلقى ان بوت بابي نرفدو. نكون رايح باغ اكزومبل نرمي ان ساك بوبال. الطريق اللي نمشي منها لايم كاع واش كاين فيها باش نلحق لا بوبال. هذا ان با برك. L'amour, voilà ce qui fait vibrer Youssef. À partir de là, il exulte ses émotions sur les murs de la ville, des maisons ou encore sur un bout de bois qu'il transforme en œuvre d'art, de la magie pure. شافت عيني ديك الذهبية وقت الغروب محجبة بالحواشي ساحرة القلوب. قلت أنا يا بحر لو همي تشيل تشفي الأحزان أو تدفن ذنوب. يا شمسي يا شمسي أبكي عليك أم أبكي على نفسي أم أبكي على ما مضى من أمسي أم أبكي على دنيا أشبعتني ضربا دون لمسي. يا شمسي يا شمسي Partageur, Youssef a initié les petits de son quartier à sa passion, à son art. Et en retour, il lui témoigne gratitude et affection. يوسف ولد حومه ملي كان صغير فيحب الفن وكي نجي عنده لهنايا انا فريمون نتخلوى عنده اشاك فوا كل ما نفوت من هنايا نحبس عنده
يقول لي واش رايك هذا الطابلو واش رايك مسكين يحب شكون ينكوراجيه لي بروبليم ما لقاش مي طاح معنا حنا ولاد حومه فريمون نبوسيو معاه الروضه باللي كاين. De l'art, oui, mais pas que. De la musique aussi. Youssef chante avec les mots du célèbre Kamel Messoudi. Et quel plaisir! Et voilà, de retour sur le plateau, donc Youssef Mchouk, un artiste complet, vous l'avez vu, muraliste, donc artiste peintre, poète et très sensible aussi à la nature. Et on va rester donc avec cette sensibilité par rapport à l'art, par rapport à la peinture, par rapport à l'environnement. Et ce sera en compagnie de notre invité Abdelrahman Berti. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Le plaisir est partagé. Je suis très content d'être parmi l'équipe merveilleuse de Canal Algérie. Bonjour Algérie. Alors Abdelrahman Berti, avant de parler de l'événement qui va bientôt se tenir, Youssef, on a vu son portrait que notre ami Lamia Boudbouda lui a dressé et vous le connaissez très bien. Très bien, bien sûr. Et je suis le premier à lui avoir permis d'exposer à Cherchel. C'est un jeune plein d'ambition et il est talentueux aussi. Et c'est un muraliste, c'est-à-dire il fait de la peinture murale, ce qu'on appelle maintenant l'art de rue, de la rue. Il fait de belles toiles, c'est un bon paysagiste, il a beaucoup d'avenir. D'ailleurs, je l'ai invité hier, tout en lui recommandant de ne pas me ramener un mur. Je compte le mettre du fait. Voilà, il faut faire attention. Une toile, mais c'est le hête, surtout pas. On n'a pas de place pour le hête. Voilà. Le hête, on le laisse pour la rue, mais il faut dire que ça a égayé, hein. Vraiment, ça a égayé le paysage. C'est une joie pour les yeux, moi. Oui. Le beau petit village où il habite, Hadjat Nas, qu'on appelait avant Fontaine des Génies, et ben elle rayonne. Il y a deux grands artistes, il y a Bouterif, Younes, lui aussi. C'est un peintre qui a de l'avenir, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Voilà, effectivement. Alors, Abdelrahman Berti, il y a un événement qui se prépare au niveau de Cherchel à partir du 11 juillet, n'est-ce pas? Donc, il s'agit de la 20e édition des rencontres d'été. Voilà, ces rencontres d'été initiées par Mohamed Abdelhamid Laroussi en 2000, avec M. Bahir, qui est chargé de la culture à Cherchel, Bahir Hussein, et moi, et quelques artistes locaux. On a créé la première édition des arts plastiques qu'on a nommée Rencontres d'été. Et puis c'est devenu national. On a même exposé ici à Mohamed Khedda, des grands peintres Beya. Et chaque année, dans cette rencontre, on permet aux jeunes, on expose les grands peintres confirmés, ils exposent avec des jeunes, des peintres en herbe. Comme ça, il y a cet échange entre les anciens et les nouveaux. C'est magnifique, c'est enrichissant pour les jeunes. Il y a même des peintres qui exposent actuellement à Chicago. La première exposition, ils ont fait leur baptême à Cherchel. À Cherchel, oui. Par exemple... 20e édition, c'est déjà 20 ans d'exposition, c'est carrément une tradition aujourd'hui. L'année dernière, mais comme dû à la pandémie, on ne l'a pas fait. C'est la première fois qu'on n'a pas fait. Donc, ça aurait dû être la 21e. La 21e, voilà. Donc, on a invité des artistes, des jeunes artistes d'Alger, c'est-à-dire des wilayas limitrophes avoisinantes, d'Alger, de Blida. Il y a même une artiste qui va venir de Mostaganem. Voilà. Alors il faut dire 20e édition, 20 ans d'exposition, 20 ans de rencontres d'été. C'est carrément une tradition aujourd'hui. Une grande tradition. C'est devenu. Cherchel, elle était connue par la chanson andalouse. Maintenant, il y a aussi. Cherchel, c'est aussi connu par les vestiges romains. C'est aussi connu par les musées. C'est une métropole de 25 000 ans. C'est une métropole de 25 000 ans. Alors on me dit qu'elle est aussi connue pour son créponné. Ah oui, créponné, fait le bassina. Fait le bassina, voilà. Donc, et aussi, il y aura des ateliers pour les enfants. Pour les enfants. Dans une ville amoresque avec une foire et tout, la bibliothèque de Cherchel.
Mohamed du Shahid, Mohamed Finjal. Donc, il y aura même des soirées house, il y a des jeunes. Il y aura aussi, une belle animation. Il y aura aussi, Inch'Allah, une conférence de M. Kamel Bouchama sur le passage de l'émir Abdelkader à Cherchel. Oui. Parce que l'émir Abdelkader a fait un passage à Cherchel, il a fait la prière dans la mosquée des 100 colonnes. Donc, le 11, ce sera une grande fête. Et c'est un prolongement de la fête du 5 juillet, de notre recouvrement de l'indépendance, à la gloire de nos martyrs. Et pour l'Algérie, la nouvelle Algérie, Inch'Allah, avec tous les espoirs qu'on a. Inch'Allah. Alors, justement, Abdelrahman Berti, donc ça va être des rencontres qui va regrouper plusieurs artistes, vous avez dit, donc ils vont exposer leurs travaux artistiques. Alors, est-ce qu'il y a des conditions particulières qui ouvrent droit justement à cette participation? La condition, c'est savoir dessiner. Tout simplement. Avoir le don de peintre. Ni diplôme, ni autre chose. La condition, je vous ai dit qu'il y a un artiste, Jouder, il a fait un tabac aux États-Unis actuellement. Sa première exposition a été à Cherchel, il est de Bidjaya. Donc il y a eu beaucoup, il y a quelqu'un qui expose à Dubaï et tout. C'est-à-dire beaucoup d'artistes qui n'ont pas pu exposer dans leur ville, à Oran ou bien à Alger, ils sont venus à Cherchel, ils ont exposé. Et ils ont démarré, ils ont réussi. C'était le déclic à partir de Cherchel. Voilà, on est fiers. Voilà. Et Cherchel n'est pas une moindre ville. Effectivement, c'est une ville d'art, c'est une ville d'histoire. Internationale, c'est une ville universelle. Quand on voit dans la place romaine, c'est un musée à ciel ouvert. C'est un musée à ciel ouvert. Il y a des œuvres originales. À la place, il faut voir, c'est incroyable comment ils ont sculpté ça. On dirait incroyable. Voilà, effectivement. Alors, on va revenir peut-être sur les ateliers que vous allez organiser pour les enfants. Donc, ce sera des enfants à partir de quel âge? À partir de 5 ans. Il suffit qu'ils sachent juste... Il suffit qu'ils sachent tenir un pinceau bien. Voilà, tenir un crayon, tenir un pinceau. Et comme disait Picasso, à 14 ans, je peignais comme Raphaël. J'ai mis 60 ans pour peindre comme un enfant. Oui. Voilà, c'est-à-dire l'enfant. C'est magnifique. Voilà, c'est vrai qu'un enfant, il y a toute la sincérité qui se dégage, toute la spontanéité qui se dégage. Et surtout l'imagination. Un artiste qui réussit, c'est un artiste qui a su rester un enfant. Oui. Voilà. Ah, ça, c'est beau, ça. Il y a quelque chose, l'enfant reste, il y a toujours l'enfant en nous, l'artiste, même s'il en aura 80 ans. Et justement, Abdelrahman Berti, vous êtes vous-même artiste peintre. Justement, pendant que vous étiez en train de parler, il y avait des photos de vos tableaux qui défilaient. Et vous, donc, vous avez suivi un courant particulier, le surréalisme, n'est-ce pas? Oui. Alors, toujours dans le surréalisme? Toujours dans le surréalisme, mais je suis en train d'aller vers un style qui est, c'est-à-dire un dérivé du surréalisme, ce qu'on appelle l'art fictionnel. Il est nouveau, c'est un art fictionnel qui sort, c'est un dérivé du surréalisme. L'art fictionnel, voilà. Il y a une trentaine d'années peut-être que je suis dans le surréalisme. Oui, je suis effectivement. très ancien, mais il y a eu les pionniers. Il y a eu les pionniers du surréalisme en Algérie, c'est Moufak Torki de Batna, c'est Bougrara, c'est Abdelkader Bendou. Moi, quand je suis entré dans le surréalisme, j'ai trouvé ces trois peintres. Voilà. Ah, justement, on va voir quelques de vos photos, des photos de vos tableaux. Vous allez peut-être nous commenter parce que vous avez dit quelque chose de magnifique, de merveilleux tout à l'heure, c'est qu'un peintre, c'est celui qui sait garder son âme d'enfant. Oui, bien sûr. Voilà, donc beaucoup de couleurs à travers vos tableaux. Oui, tout à fait. Les couleurs, c'est l'identité de l'artiste. C'est-à-dire oui, moi, effectivement, c'est l'identité de l'artiste. Là, nous avons déjà un tableau, peut-être que vous pourriez nous en parler. Voilà, ça c'est la vie. J'ai peint dans cette toile plusieurs aspects de la vie. La joie, le désespoir, l'espoir, le sablier, le temps qui passe. Le temps qui passe. C'est-à-dire, c'est une dialectique universelle entre le noir et le blanc, le bien et le mal, la joie et le chagrin. Tous les paradoxes de la vie. Voilà, tous les paradoxes de la vie. C'est-à-dire, dans cette toile. Et puis, vous savez, moi, quand il n'y a pas du bleu, je suis un claustrophobe. Il faut que je vois du bleu.
Comme dans cette photo, comme sur ce tableau par exemple. Oui, c'est la femme. C'est la femme, c'est-à-dire la femme dans toute sa dimension. La mère, l'épouse, la sœur, la collègue, l'amie. Et la fille aussi. Et la fille, bien sûr, j'ai tendance à oublier la fille. Alors moi j'insiste sur la fille parce que celui qui nous réalise aujourd'hui, Abou Nejma, a une relation très particulière avec sa fille à qui on fait un petit coucou ce matin, Abou Nejma. Alors lui, il insiste, il vous dit surtout la fille. Ah oui, bien sûr. La fille. Moi, c'est-à-dire mon allié dans la famille, celle qui me soutient, c'est ma fille. C'est votre fille. C'est Hania, la chanteuse. Voilà, qui en fait un petit coucou ce matin, on en profite. Oui. Alors là, on va sur une autre thématique. Oui, ça c'est... Oui. J'ai voulu marquer l'histoire, ma vie de cette pandémie qu'on a vécue. Qui a complètement bouleversé la planète. On n'a jamais vu ça, c'est jamais vu. On a surtout, c'est la peur qu'il fallait gérer. Oui. Bon, maintenant... Heureusement en Algérie, on s'en sort très bien quand même. Oui, tout en restant toujours prudent. Comparé à d'autres sociétés, effectivement. Mais si on compare, mais il faut rester prudent. Donc j'ai tenu à faire cette toile pour la postérité. J'ai écrit 2022 dans ma tête. Je me suis dit 2022, il faut qu'elle soit éradiquée. On l'espère bien. Voilà. Cette toile, je l'ai nommée la menace. Voilà. Et là, nous allons aussi sur une autre thématique, aussi très émouvante, la maman et le fœtus, si on peut revenir sur la toile. Là, c'est le rayonnement de l'Afrique sur le monde. L'Afrique. C'était dans la culture précolombienne, à l'ère précolombienne, le Mali, c'était le centre du monde. C'est-à-dire l'Afrique, elle a rayonné sur le monde. Le rayonnement de l'Africain, la culture africaine, l'apport de la culture humaine des Africains, elle rayonne sur le monde. C'est-à-dire, même Picasso a été inspiré. Il est devenu célèbre grâce au cubisme. Oui. Il a été inspiré par une figurine africaine. Effectivement. Les Demoiselles d'Avignon. Oui. Il a fait, quand il a touché, c'est Paul Valéry qui lui a ramené d'un pays colonisé par la France, je ne sais pas, le Sénégal à l'époque. Eh bien, il a vu Picasso. Paul Valéry a dit, une semaine plus tard, j'ai vu la figurine dans toutes les esquisses dans l'atelier de Picasso. C'est-à-dire Picasso s'est inspiré de l'art africain. Oui. Dans cette toile, donc, c'est le rayonnement et l'apport culturel universel, l'apport de l'Afrique. Effectivement. Voilà. Effectivement, l'Afrique, le berceau de l'humanité, il faut le dire. Alors, on va passer peut-être à une autre toile aussi. Oui, avec plaisir. On va passer à une autre toile. Aussi, donc, toujours riche en couleurs, hein. Oui, tout à fait, c'est la couleur. Voilà. Ça, c'est... Je ne pourrais pas faire cette toile au mois d'avril. C'est-à-dire, ce genre de couleur, je dois le faire en octobre. Septembre, c'est l'automne. D'accord. Donc, c'est une romance. L'automne, moi, c'est ma saison préférée. Oui, l'été indien. Ah oui, l'été indien. Et à Cherchel, il y a l'été indien. À Cherchel, il y a l'été indien, effectivement. Les Cherchelois commencent à se baigner vers le coup de la fin septembre et tout. Oui. Voilà. Voilà, effectivement. Alors, vous avez dit, vous ne pouvez pas faire cette toile au mois d'avril, ça veut dire que vous peignez au gré du temps? Oui. Je commence des toiles au mois d'avril et quand je ne la termine pas, quand je suis rattrapé par juin et je n'ai pas terminé cette toile, je la laisse pour l'année prochaine. C'est comme ça. Moi, je peins par impulsion. C'est-à-dire par inspiration. Ça ne m'intéresse pas si je dois vendre cette toile. Oui. Moi, je peins comme je respire. C'est tout. D'ailleurs, ce n'est pas mon gagne-pain. Moi, je suis un enseignant à la retraite. Voilà. Voilà. Et alors, on rappelle ce bel événement qui va se dérouler le 11 juillet. Donc, c'est la 20e édition des rencontres d'été, n'est-ce pas, qui va se dérouler au niveau de Seychelles. Un autre événement aussi va suivre
Donc, après c'est-à-dire le 12, il y aura une exposition des autodidactes, un salon national. Donc, en parallèle. Non, pas rien à voir avec celui des chercheurs. C'est au Palais de la Culture. Très bien. Que M. Kahlen, que je salue, qui est en train de faire un grand travail pour rassembler tous les autodidactes. Moi, je serai à titre honorifique, mais il y aura un concours pour les jeunes. Voilà. Voilà, il faut dire aussi que M. Kahlen, très bientôt, va lancer des ateliers aussi d'initiation des enfants au monde donc, de l'art et de la peinture. Merci beaucoup, Abdelrahman Berti, d'avoir été parmi nous ce matin. J'étais très content. Le plaisir est partagé. Merci et puis on vous souhaite un très beau succès pour cette 20e édition. Et je déjà une tradition. Merci. Et je dirais au public, venez voir, ramenez vos enfants et venez voir la peinture. De toute façon, Hadja ou Farja, voilà. n'est-ce pas? Oui. Hadja ou Farja. Alors on a l'expo, on a le musée à ciel ouvert, on a les autres musées, on a le Criponné. Et même les Cherchalois, ils sont comme tous les Méditerranéens. Comme les Méditerranéens. Ils sont ouverts, ils sont accueillants. Souriant. Une jovialité apparente. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup Abdelrahman Berti encore une fois. Donc on rappelle que l'événement, la 20e édition des rencontres d'été se tiendra au niveau de Cherchel le 11 juillet prochain. Et on continue, cette fois-ci ce sera du côté d'un autre musée à ciel ouvert, juste ici à Alger. Il s'agit de la Casbah d'Alger. C'est Maya Abrani qui nous fait une visite guidée et on se retrouve juste après. La Casbah, ce riche patrimoine architectural unique, n'a pas son pareil dans le monde. Elle est l'exemple certain d'harmonisation des espaces. Khaled Mahyout, né à la Casbah, heureux héritier de plusieurs générations de menuisiers, est imprégné de souvenirs. Je suis depuis 65, à l'âge de 14 ans. Toute une histoire هنا. تراث صنعاء تاريخ كلش كاين. D'ailleurs, vous êtes entouré de beaucoup de souvenirs. Bien sûr, انا تصور نحبهم كاع القدم هذوك باغ اكزومبل تاع كيما ندير لي زيكسبوزيسيون كيما هاي كيفاش نحطهم دوكا نحط كاع الاخرين ما يكفينيش الحيط. هنا اللي نهضر معاك كنت تفكر بابا هنايا دير هادي شدتو من هنايا كذا من الدراري يلعبوا ليك انا نبدا نشوف يضربني تحت لي طابلي هذايا يقول لي دور لهنا شوف عندي. باش انا نتعلم كذا كيفاش. Vous avez une terrasse. Oui, une terrasse. Dont on parle beaucoup. Voilà, لا معليش مكلاسيا تروازيام موموند. وماشي حنا اللي كلاسينا طلاسا شابي بال وكذا جازوا منايا شافوا كذا حاجه قال لك هادي نون قال لك كاين لامازون ريو جانيرو بليس هنايا. دونك انا جيتي نقول لك صح لا غير كاش يقولوا جيتي بيان اونشونتي. فوالا اونشونتي اونوري كاع ماشي غير انا البلاد كاع اون تيراس في لا كازبا كدايا دونك بلادنا سيك شابه. Fier de nous faire visiter la terrasse ouverte aux touristes et aux visiteurs algériens, Khaled nous fait découvrir l'un des plus beaux panoramas sur la baie d'Alger. حنا الكروند هيستوار تاع شارل كان 1541 ما كانتش هكذا البور وكذا منا يباريك حبوا بون يصدموا على الاخر تاعنا على البلاد على المنطقه هنايا دونك صراتين باطاي شارل كان يباريك بحر الشابو تاعو هذاك الاخر محروف من جهه فردولو لا دونك ما هنايا ناض البحر طلع يقولوا سيدي بوكدور والبحر طلع وكذا كان غرقوا هنايا وكذا توتي ليستوار كان البوابر تاعهم وكذا منا ما دخلوش اوروزمون ما دخلوش سي بون والقصبه قاعده توجور عندها ليستوار حتى التورا وحتى كذا وحاصل حاجه ما نجوش نحكي لك بلان ديستوار تيشيكمون تدخلي القصبه تحكم عليك ما كاش ما تجميش مام تروحي تولي كان عباد رحلهم عاودوا ولاو. L'accès est un lieu en soi. Il constitue une transition heureuse entre les différents niveaux et donne la possibilité d'exploitation constructive pour ne perdre aucune opportunité d'usage de l'espace. Vous avez la nostalgie. La nostalgie, voilà. خاطر شعله ما كاش الكراروس ما كاش بزاف الهماج حاشاك كاين لا كافالري فوالا اون سكوني كاع كامل هنايا دونك يا توت اون هيستوار كاين كيما الشهداء الله يرحمهم كان غير هاد لا بيريفير الحبطه هادي ومنا وهكذا كاين قريب 300 اللي ديسبارو اللي كوندانيامون يقطعوا لهم ريصانهم.
Après différentes visites à la Casbah, connaître l'art culinaire traditionnel algérien est aussi une richesse culturelle. احنا هنايا فتحنا beaucoup plus pour les étrangers. Alors les étrangers qui jouent en Algérie, il n'a pas besoin باش يروح ياكل des plats la gastronomie française. علاش؟ باسكو هذيك تاعو. هو ماذا به يجي découvrir les repas algériens. L'art culinaire du pays. بارك الله فيك. Alors حنايا هنايا on a fait une petite touche. ورانا هنا في القصبة ومرحبا بهم. Même les Algériens 48 ولاية كاع يجونا هنايا وتعجبهم الماكلة باسكو علاش حنا في حنا ما نخدموش لاندستري نخدموا دي بلا هكذا دي بوتي بلا شغل ميزون راكي هنا شغل راكي في الدار تاكلي. La Casbah, un lieu riche en histoires et légendes où la nostalgie règne à travers les souvenirs d'un passé toujours présent. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'image à faire. Et voilà, de retour après une belle balade au cœur de la Casbah en compagnie de Maya Amrani. Samira Hadjamar est parmi nous ce matin. Bonjour Samira. Bonjour Nour. Comment ça va? Très très bien, alhamdoulilah. Ça va, on t'a pas perdu? Non. À travers les images de Maya? Non, mais failli sur Alger, sur la baie d'Alger. Il fallait dire que Maya a chuté sur le balcon de la Casbah et puis Samira était là. Ah, le balcon de la Casbah, c'est magnifique. La demi-couronne d'Alger. Ça va, tu es là? Oui, t'as pas perdu? Très bien. Je suis là. Non, vous allez peut-être me perdre dans le récit de... Dans le récit, effectivement. Ça, par contre... mais qui va s'entendre mieux, on va tous se perdre ce matin à travers cette belle histoire que tu as choisi de nous raconter aujourd'hui. Il s'agit d'une histoire d'amour qui s'est passée ici, chez nous, au niveau des Aurès. Au niveau des Aurès, exactement. Entre Djazia et Diab. Entre Djazia et Diab. Un peu d'amour, il en faut, surtout en ce moment. Beaucoup. Pourquoi un peu? D'accord. Donc, je vais commencer peut-être par un petit dicton. Un mythe en fait qui se raconte depuis le XIe siècle. C'est un fruit parmi tant d'autres, si elle est encore en vie, aucune de nos femmes ne pourrait faire l'objet d'une demande en mariage. Si Djazia était encore en vie, elle est tellement belle qu'aucune femme dans son entourage ne pourrait faire l'objet d'une demande en mariage. Ça dit tout. Alors ceci est un dicton pour une légende, un mythe, mais surtout une histoire d'amour. Je ne sais pas si elle a réellement existé. Elle est citée, il y a plusieurs versions, elle est citée surtout dans la geste hilalienne. La geste hilalienne, c'est-à-dire la Sirat Benu Hilal. Mais de toute façon, comme tu le dis toujours, Samira, une légende, ça démarre toujours d'un fond de vérité. Ça démarre d'un fond de vérité, surtout que les faits sont là. Les Banu Hilal ont existé. Oui. Ils sont venus du Hijaz, ils sont arrivés dans le Maghreb. Et qui a-t-on envoyé en éclaireur? Eh bien, Diab. Qui est Diab? Diab, c'est le cousin de Djazia. C'est son cousin germain. Ils s'aimaient. Et elle lui était sa promise. Mais ça ne va pas se passer comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que Diab, avec ses deux cousins Hassan et Bouzid, sont envoyés par les Banu Hilal du Hijaz, c'est-à-dire de l'Arabie, de la péninsule arabique. Ils sont envoyés en éclaireur vers le Maghreb, vers l'Algérie, entre autres, pour pouvoir s'y installer, pour venir envahir en fait le Maghreb, s'y installer. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que il y a cette histoire d'amour entre... Je ne me place pas en tant qu'historienne. Je reprends cette histoire d'amour qui me paraît très intéressante. Cette histoire commence entre Diab et Djazia. Elle commence très tôt. Lui, comment il est? Diab, il est beau, il est intelligent, il est rusé. Il a le sens de la stratégie. Et elle est exactement pareil, sauf que c'est une femme, c'est une princesse, c'est Djazia. Ils s'aiment, mais pourtant elle ne pourra pas se marier avec elle. Ils sont importants tous les deux pour leur tribu. Qu'est-ce qui se passe? Djazia, elle est obligée de se marier avec
je ne sais pas, Sherif Ben Hashimi, c'est un maître à la Mecque pour pouvoir sauver sa tribu. Sa tribu souffre des affres de la sécheresse et bientôt de la famine. Donc pour les aider, elle va se marier avec un riche Mecquois qui, je crois, était très vieux en comparaison avec elle. Donc le deal, c'est quoi? Il y a un deal qui est passé. Elle va devoir se marier avec lui pendant 7 ans. Après ça, elle pourra peut-être prétendre à sa liberté et retrouver Diab. Donc elle l'épouse, Ben Ali ou bien Ben Hashim de la Mecque en fait. Elle l'épouse, elle a même des enfants avec lui. Mais au bout de 7 ans, elle n'a rien oublié. Elle sait que sa famille est en route vers l'Occident. Elle sait aussi que Diab, son amoureux transi, est aussi en route. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle provoque son mari qui, lui, pendant des années voulait jouer avec elle à un jeu qui s'appelle le SIG. Est-ce que tu connais le SIG? Non, je ne connais pas. Alors le SIG, c'est un jeu d'Amiens, on va dire, qui est très populaire chez nous, qui est très ancien, mais pas que chez nous, on le retrouve dans plusieurs pays. Hein. Tu sais, c'est dans le sable, il y a un damier, des petites pierres, il y a une colline, et les gens, généralement... Oui, maintenant je connais. Avec les bâtonnets. Effectivement. Voilà. Effectivement. Donc c'est un jeu de stratégie. Et elle est stratège. Elle est stratège, elle est encore plus stratège que son mari. Lui, son mari Ben Hashim, ça fait des années qu'il veut jouer avec elle. Elle ne veut pas. Mais par contre, arrivé au terme on va dire de la convention entre les deux, 7 ans, elle accepte de jouer avec lui. Et elle gagne. Elle gagne son mari. Et qu'est-ce qui se passe? On le voit, le jeu d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Il est revenu à la mode, hein, surtout Fermdan. Ce sont les hommes qui jouent, alors qu'avant c'était plutôt réservé aux femmes. Il y a plusieurs formes de jeux hein, dans cette région, dans le Sahara. Et ça se joue. Ils ont joué Fermdan. Fermdan, il joue beaucoup à ça. Donc elle gagne. Et elle gagne, mais il ne la laisse pas complètement gagner. Il lui dit, ok, tu as gagné, mais tu peux partir. Tu peux aller voir ta famille, mais tu reviens. Elle a des enfants avec lui, il l'aime, son mari l'aime, et il veut qu'elle revienne. Elle part. Elle part, mais au dernier moment, elle décide de rentrer à la maison et de récupérer un peigne en ivoire. Il paraît qu'il y avait des diamants dessus, hein, je ne suis pas sûre, c'est une légende. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle rentre à la maison, elle récupère ce peigne, un peigne en ivoire incrusté de diamants, et elle prend la route. Entre-temps, elle tombe sur un marchand juif qui lui envoie un sort, il l'ensorcelle et il la kidnappe. Donc qui va venir à son secours? C'est Diab. Il vient sur sa jument, il a une jument qui s'appelle Khadra, elle est magnifique. Il va la sauver, il la sauve. Et il se retrouve, donc il retrouve sa bien-aimée. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette histoire? Alors, je me suis inspirée de plusieurs ouvrages. Celui de Nadia Chelnik, alors c'est Jessia, princesse berbère. C'est quelque chose qui a été édité une édition entre le CNRPH, donc Centre National de Préhistorique et Anthropologique, qui est au Bardo, et les éditions Shihab. Il y a aussi ce livre, Récits et Histoire, c'est aussi le CNRPH, ça a été fait en 2005. Et là, ça raconte en détail en fait tout le contexte historique et cette histoire aussi. Bon, il faut croire qu'elle a existé réellement. Et on a le livre de Jamel Swidi, Allah yarhamou, qui lui était un chercheur et un historien, qui a rédigé un dictionnaire sur les grands personnages, donc les personnages de l'histoire ancienne de l'Algérie. Voilà. Et l'histoire de Jessia et Diab y figure. Donc, je me suis plutôt concentrée sur ce qui a été dit par Nadia Chelnik, même si l'histoire que j'ai racontée est dans le livre de Jamel Swidi. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Madame Nadia Chelnik? Elle nous dit, c'est le pouvoir du verbe, le pouvoir du mot sur les sociétés. Ces histoires dans la sirat, la geste des Banu Hillel, des peuples du croissant, ça se passe comment? En Égypte, encore aujourd'hui, ça se passe. On est dans une assemblée, il y a un conteur. Et le conteur raconte une histoire. Il la raconte avec des mots, il la raconte avec une gestuelle. Les gens sont emportés, ils voyagent. C'est comme le cinéma, en fait, avant. Et à chaque fois qu'il raconte selon la société, la tribu. On est à une époque où les gens, mais même jusqu'à aujourd'hui, ça existe, on est dans une époque où les gens sont formés en confédération, en harsh, en tribu. Et dans ces tribus, il y a des valeurs, il y a des symboles. Et il y a même les mariages sont organisés selon... Il n'y a pas... on croise la personne et on se marie avec elle. Il y a des conventions, il y a des conditions. Et les conditions ont été respectées, cette fois-ci pour sauver la tribu de Jessia. Voilà, elle nous raconte le pouvoir des mots.
et le pouvoir historique. On est entre deux peuples, celui qui est en mouvement, c'est-à-dire les Hilaliens, et les sédentaires. Voilà, on est dans les Aurès, on est dans un contexte difficile. Le climat, ça nous raconte l'aspect politique, socio-économique, culturel, historique d'une région d'Algérie qui a peut-être impacté, et certainement, sur notre société actuellement, sur le déroulement de l'histoire. Voilà ce qu'on peut dire. J'allais dire, et la fin de l'histoire? Et la fin de l'histoire, elle est très longue en fait, l'histoire. Et j'aurais voulu la suivre dans un autre, je veux dire avec un reportage, en faisant intervenir l'anthropologue. Et bien sûr, son mari a tout fait pour la récupérer. Tout fait. Vraiment, absolument tout fait. Mais on est à une époque où les gens réfléchissent avec stratégie. Ils concoctent des ruses, des choses pour pouvoir arriver à leur objectif. Et dernier recours, il lui envoie son fils, parce qu'elle a eu un garçon avec lui, le plus âgé, l'aîné de ses enfants. Il l'envoie pour faire un chantage sentimental. Il faut tout dire. Je ne peux pas garder pour... De toute façon, l'histoire est trop longue, donc il y aura toujours d'autres détails. Mais là, tu ne vas pas les nous laisser sur notre fin, quand même. Elle va vivre avec Diab un certain temps, et puis elle va repartir aussi vers son mari. Donc le chantage sentimental, on va dire, du fils aîné. Non, le père utilise, le Hachimide utilise son fils pour pouvoir récupérer sa femme. Voilà, tout ça est intéressant, il y a beaucoup de suspense, et c'est une longue histoire. Et cette histoire est racontée en détail avec une description des vers, parce qu'il y a de la poésie, il y a beaucoup de poésie. Et justement, tu parles de poésie, Samira, il faut dire que... oui, effectivement, il faut dire que Jazia, l'histoire donc, de Jazia et de Diab a inspiré les anthropologues, a inspiré les écrivains, mais aussi le doyen de la chanson chabi, de la chanson algérienne. L'Anqa, qui lui est inspiré bien sûr de la poésie de Cheikh Mnouer, mais voilà, cette chanson, toutes les chansons sont dans le chabi, ou que ce soit dans la musique classique algérienne, et on écoute un extrait de Hadj Mohamed L'Anqa. S'inspire de poésie, de qasidat, d'histoires qui ont existé ou pas. رياح الهواء السوحة تدوخ الشعيلة دمي وزلزالة يصلح الباتول يصلح الباتول عدنا تسر عبلة ومحاسن هي مدينة سمع بيلاح سمع بيلاح دوت مبوم الكداتي وتورح الحلة ختن الخدالة قال صحاب العقول قال صحاب العقول كتير الحياة ولا تنفعلو في الحياة الحيلة دمي والمزالة يصلح الباتول يصلح الباتول عدت سرعة بلا ومحاسن يومينا Voilà, c'était donc un extrait interprété par Al-Hadj Mohamed L'Anqa, effectivement. C'est aussi une qsida qui a été reprise plusieurs fois. Par Marzahi, entre autres. Et tu sais, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que cette qasida, elle pourrait aussi, en fait, toutes ces chansons d'amour ou inspirées pour l'amour, pourraient être aussi faire le parallèle avec Hizia, avec l'histoire de Hizia. Effectivement, j'allais te poser la question parce que l'histoire de Hizia et Saïd, tu nous en as parlé il y a quelques semaines de cela. Et donc, effectivement, il y a un parallèle, il y a un rapprochement. Donc, l'histoire se répète. L'histoire se répète autrement, dans d'autres contextes. Et pas que chez nous, on prend Roméo et Juliette, on prend Majnoun Leïla, il y a toujours cette histoire de famille, en fait, deux opposés. On est entre deux opposés, deux familles qui s'opposent, qui s'entrechoquent, mais il y a de l'amour quand même qui naît au milieu, et ça bouleverse les destins des familles.
et des territoires. Toute une société. Voilà, des territoires, des sociétés. Le politique intervient, le socio-culturel intervient, la culture et puis l'histoire est modifiée. Et puis on a des mélanges qui se font à travers des générations qui suivent. Voilà. Donc, je ne sais pas, les Roméo et Juliette aussi, c'était les Apulets, je ne sais pas, dans Shakespeare. Voilà, c'est deux familles qui s'entretuent. De toute façon, ça finit mal. Là aussi, ça finit peut-être mal. On ne sait pas si ça existait. Mais on ne sait pas si ça existait, mais comme tu le dis si bien, donc il y a toujours des éléments de réalité, des éléments de vérité qui sont là. Donc c'est une légende qui s'applique quelque part sur des faits réels. Sur des faits réels, et puis ce besoin des hommes avec un grand H, c'est-à-dire hommes et femmes, de raconter leur monde, leur mode de vie, leur culture. On les retrouve dans les gravures rupestres, on les retrouve dans les poteries. Où dans les tapis, tout est symbole, tout est histoire. Et ça raconte, de tout temps, l'homme a eu besoin de raconter sa vie. Et il le raconte sur différents supports. Pour ça, c'est la tradition orale. On la transmet de façon verbale. On la transmet avec une verve, c'est-à-dire, ça dépend du conteur. En Égypte, il y a des formations par rapport à ça. Ils sont formés à raconter des histoires. On n'est pas conteur qui le veut et comme il le veut. Il y a des repères, il y a des critères. On raconte l'histoire et on la raconte selon aussi l'assemblée. Et comment l'assemblée va... On a besoin de fasciner les gens. Oui, même si on raconte du drame, de la tragédie, du meurtre, on a besoin quand même d'entraîner les gens. Et c'est ça la Sira de Bni Hillel. Ça raconte aussi le politique, puisqu'ils sont arrivés ici. Il y a eu des affrontements, il y a eu une tribu qui a voulu s'imposer par rapport à une autre. Il y a eu des contextes, l'un et l'autre. Si Jazia s'est mariée avec le Hashimite, c'est parce que sa tribu était en difficulté. Elle avait besoin d'aider sa tribu. Si Diab revient plus tard, c'est parce que la tribu de Jazia a repris. Ils ont eu une meilleure récolte, ils ont eu plus d'ovins ou de bovins, je ne sais pas. Mais voilà, ils sont en position de force. Aujourd'hui, Jazia peut repartir vers sa famille. Elle sait qu'ils vont lui garantir une sécurité et elle va retrouver son amoureux, bien sûr. Et tu nous parlais durant toute cette rubrique, Samira, de symboles, de gestes. Et aujourd'hui, on va peut-être parler d'un autre symbole, peut-être pas un symbole d'amour, mais c'est aussi un symbole sociétal. Il s'agit du bleu de Shanghai, très prisé par les Algérois. Moi, j'adore. Voilà. J'aime beaucoup. Et ben voilà. Et justement, l'origine du bleu de Shanghai, c'est Anissa Bouzid qui va nous en parler dans ce reportage. On se retrouve juste après. Le bleu de Shanghai, aussi connu sous le nom le bleu de Chine, est un vêtement masculin. Il a pris au fil du temps une place incontournable dans le patrimoine vestimentaire des habitants de la capitale. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à la commune Raïs Hamido, autrefois appelée Pointe Pescade, où nous avons rencontré M. Yemeni Jamel, un amoureux de la mer et du Shanghai. Je fais les habits vestimentaires marins. C'était mon rêve d'enfant. كنت نفواياجي اترافي لاكوت هنا في الجي في مارسيل في برشلونه في ليفورنو في لا ميديتيراني كاع تسمي دي بوتيك كيما هادو يبيعوا بور لي توريست حاجه شابه و سيتي مون ريف دونفون جبتها نحبها وانا كنت اونسيان نافيغاتور. هاد لا توني عندها هيستوار في الجيري وفي شمال افريقيا. جابوه لي دوكار في لا دوزيام كار مونديال جابوه لهنا للبور والناس هنايا ترحبوا به ولاو يلبسوه. كانوا الاولين دواكره ومن بعد ولاو سادات القوم ولاو يلبسوه الهزيه كما نقولوا القومان هذوك هما اللي ولاو يلبسوه وانتشر. Ce vêtement bleu indigo constitué d'un pantalon et d'une veste facile à porter devient peu à peu la tenue des Méditerranéens. شونغاي من كل انواع من كل انواع كان حتى لي كولر فيه دوك كاين حتى بلون كاين برج كاين نوار كاين بزاف لي كولر. Et comment on le porte? Voilà, vous avez. Voilà, on le porte avec un tricot marin. هي جينيرالمون تريكو ماران من تحت مع تريكو ماران والناس كاع معروفه. زمان كومون لو بورتي سيتي لا ميم سي لو باري سي افيك ان تريكو ماران. هذا ما كان تريكو ماران و انا يا في لا سوندال فبزاف اون لو بورتي افيك لو حلفه كانت الحلفه هذه معروفه كانت. دوك راهو ولا اون فوق راهو على مود كاين ميم دي فام راهم يلبسوه دوكا
على كل حال ما كانش لبسه خفيفه كما هو خفيف خفيف ظريف وما يجينيش ماشي تحديد ولا. Malgré les origines étrangères et sa présence dans d'autres villes portuaires méditerranéennes, le Shanghai est en effet aujourd'hui porteur de symboles liés à l'identité algéroise. Voilà, effectivement, donc le bleu de Shanghai aujourd'hui est étroitement lié à l'identité algéroise, n'est-ce pas Samira? Ah oui, toi-même tu apprécies beaucoup? J'adore. Je trouve ça, c'est typique, c'est chez nous, mais même si c'est chinois, voilà. Et ben nous on l'a adopté complètement. Effectivement, c'est entré carrément dans la culture, dans l'identité de l'Algérois. C'est très tendance, on le retrouve en rose, maintenant on rajoute des, comment on appelle ça? Customisé, on va carrément personnaliser, exactement, customiser. Avec des strass, des perles, des personnages, des idées, des photos, en fait, qu'on retrouve même dans des magazines. C'est beau. Et puis ça, il survit le vêtement. Grâce à ça, le vêtement revient. C'est pas exclusivement les marins. C'est pas exclusivement les marins, et c'est pas exclusivement masculin aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, même les femmes se mettent au Shanghai. Oui. Moi, c'est grâce à Boalem, notre collègue, que j'ai eu un Shanghai. Il m'a donné une veste. Col officier. Il y a plusieurs, par contre. Il n'y a pas que le col officier. Il n'y a pas que le bleu. Il y a le noir. Il y a le bleu, il y a le noir, il y a le blanc. Voilà. Le blanc. Et même le col, donc c'est tout dépend de la découpe. Oui, le col aussi, le col Mao. Je ne sais pas, ils appellent ça col officier. Oui. Et puis l'autre col. Ah ben voilà. Merci beaucoup Samira. Merci Nour. Merci pour ce beau voyage dans le temps, dans les légendes. Oui. Donc qui appartiennent aujourd'hui au patrimoine culturel algérien. Algérien, le patrimoine immatériel. Heureusement qu'il y a les livres pour reprendre ces histoires. Effectivement. Je reviendrai avec un reportage certainement sur l'autre partie et je reviendrai aussi. Oui, tu devrais, parce que tu nous as laissé sur notre forme. Même le SIG est intéressant. Le jeu, le SIG, revenir à ces modes. À ces jeux traditionnels. À ces jeux traditionnels. Qui reviennent à la mode, effectivement. Oui. Voilà. Qui n'ont pas été oubliés. Effectivement. Merci beaucoup Samira. Merci, on se retrouve la semaine prochaine avec notre thématique. Inch'Allah. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous souhaite une très agréable journée à tous. Vous retrouverez Bonjour d'Algérie demain, Inch'Allah, à partir de 8h30. Au revoir. Thank you.